Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va remplacer une autre vidéo que j'avais faite, mais je me suis rendu compte en la montant que je ne faisais que répéter ce que j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Si ce n'est actualisé évidemment par rapport à l'évolution de l'actualité, que ce soit chez vous en France, en Europe, concernant l'Ukraine, concernant Gaza, concernant même aussi ici les États-Unis. Et puis hier je suis tombé sur cette information assez intéressante on est en train de vous rééduquer. Oui, vous les Français, on est en train de vous rééduquer. Le fameux kit de survie. Ah bah oui, parce que vous comprenez, moi je fais partie d'une génération où on a connu la guerre froide. Donc il y avait certaines valeurs, certains principes, certaines règles qui se transmettaient plus ou moins, que ce soit par la famille, que ce soit par l'école. Et on apprenait des choses, justement, au cas où les situations venaient à dériver ou devenir dramatiques et qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Sauf que à partir de 90, évidemment, chute de l'Union soviétique, on s'est dit c'est chouette, la guerre froide c'est fini, la menace nucléaire est désormais révolue. Sauf que là, évidemment, 35 ans plus tard, non, 35 ans plus tard, 35 ans plus tard, les choses sont différentes. Et tout d'un coup, alors pour essayer de sauver la situation, la situation dont je parle, c'est évidemment celle qui concerne la nouvelle menace de cette Russie belliqueuse, de ce Poutine dictateur, qui a sous le doigt le bouton rouge de l'armement nucléaire soviétique. Enfin, héritage soviétique modernisé. Nous nous entendons bien. Et la conséquence, évidemment, de la situation récente avec Donald Trump, qui, tout compte fait, est en train de faire prendre conscience peut-être à beaucoup de gens que l'Europe était quand même sous le pied des Américains. C'est-à-dire que les Américains possédaient un certain nombre de leviers sur l'Europe pour dire t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, ça faut aller dans ce sens-là, et puis ce curseur-là, il faut qu'il soit là. Vous voyez ? Et là, du jour au lendemain, Washington, bon écoutez, nous, voilà, on décide de faire les choses autrement, et on ne va pas attendre que votre Europe se décide enfin à devenir une entité supranationale pour mettre au pas l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc là, on prend les devants. Et à vrai dire, j'ai envie de dire, Donald Trump est le candidat et le personnage et l'acteur le plus idéal, puisque c'est lui qui finalement essuie les plâtres. Et donc, Macron, pour pouvoir continuer à exister pendant 2 ans, est en train de prendre le narratif de la peur. Attention, Français, la patrie est menacée. Le Russe peut très bien demain nous attaquer. Le Russe déjà nous attaque en numérique par des cyberattaques. Alors oui, Poutine dit oui, mais là, le narratif de Macron est complètement idiot, puisque quel intérêt nous aurions d'attaquer la France ? Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Puis bon, soyons cohérents. Si déjà la Russie n'arrive pas, en l'espace de 2-3 ans, à conquérir l'Ukraine, pourquoi elle irait se faire chier à essayer d'envahir l'Europe ? Avec quoi ? Avec quels moyens ? Avec quels hommes ? Soyons cohérents. Les mathématiques aujourd'hui font la démonstration que c'est impossible pour la Russie d'attaquer d'autres pays de l'Union européenne. Alors évidemment, on prend les pays limitrophes. Oui, mais ils sont plus ou moins frontaliers. Oui, c'est possible. C'est possible, comme c'est aussi possible que vous preniez une bombe nucléaire dans les 20 minutes prochaines. C'est-à-dire qu'en effet, matériellement, c'est possible. Contextuellement, c'est possible.
Mais quel serait l'intérêt? Ben, il n'y en a pas. Le seul intérêt qu'actuellement Macron a d'essayer de vous convaincre qu'il faut se réarmer, il faut se prémunir militairement contre une attaque russe, c'est que ça lui permet d'exister. Et preuve en est, c'est qu'à force d'avoir ce discours, à force d'avoir ce narratif, il est remonté dans les sondages. Et dans cette politique, on vous annonce qu'on va vous fournir un document pour constituer un kit de survie. Alors un kit de survie, le principe du kit de survie a toujours existé. Surtout dans les zones à risque. Pas à risque militaire, à risque naturel. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir par exemple qu'ici aux États-Unis, nous avons un État où il est préconisé que tout habitant possède dans son véhicule, dans son coffre, un kit de survie. Évidemment, vous avez deviné, cet État, c'est la Californie. Pourquoi ? Parce que la Californie, c'est l'endroit où il y a le plus gros risque d'une catastrophe naturelle, qui est le fameux Big One. C'est-à-dire, vu la faille de San Andreas, tremblement de terre, le Big One, vous savez, c'est ce tremblement de terre majeur de plus de 9 sur l'échelle de Richter, qui pourrait faire énormément de dégâts, et donc, par conséquent, mettre une situation de péril pour un certain nombre d'Américains qui vivent dans les coins reculés. Et donc, il faut qu'ils puissent être autonomes pendant un certain temps, le temps que les autorités organisent les secours, l'aide, etc. Sauf qu'en France, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Alors que dans le sud de la France, vous avez quand même des tremblements de terre qui peuvent survenir. Preuve en est, c'est que là récemment, à Nice, vous avez eu un 5 et 4 sur l'échelle de Richter. Et pas seulement, vous avez aussi des zones à risque, les zones qu'on appelle les zones à... Je ne sais plus comment on appelle ça en termes... en barrage hydraulique. En risque hydraulique. Voilà, c'est risque hydraulique. C'est les barrages. Ah oui, parce qu'un barrage, c'est bien gentil, mais un barrage, ça peut avoir un problème. Et quitte même, on peut imaginer que si le conflit avec la Russie augmente, que les Russes sabotent nos barrages. Donc, beaucoup d'habitants dans les villages alentours, et plus particulièrement dans les vallées, logiquement, sont soumis à des règles d'urgence qu'ils doivent prendre en considération et appliquer. Sauf que ça, malheureusement, de génération en génération, on a complètement oublié. Comme par exemple, si, là maintenant, vous entendez votre sirène qui sonne un coup, 2 coups, 3 coups, chaque coup, 1 minute 41, je crois, planquez-vous. Planquez-vous parce que même si vous êtes quand même pas ignorant du fait que tous les premiers mercredis du mois à midi, d'une manière générale, c'est dans toutes les préfectures, c'est à peu près le même principe, on teste les sirènes d'alerte. Je vous rappelle que les sirènes d'alerte, quand c'est 5 coups courts, c'est pour les pompiers, c'est-à-dire que ça permet de rameuter tous les pompiers volontaires et professionnels qui ne sont pas de service parce qu'il y a un péril, un incendie important. Alors ça peut être un incendie dans une usine ou qu'il y a un incendie où il y a besoin de renfort. Donc là, on rappelle, on fait un appel d'effectifs. 4 coups, justement, les 4 coups, c'est pour les risques hydrauliques. C'est-à-dire que le 4 coups, c'est pour les gens qui habitent près de barrages. Donc là, on dit, planquez-vous ou fuyez. Et enfin, le fameux 3 coups, chaque coup d'1 minute 41,
allez, peut-être qu'il vous reste 10 ou 15 minutes. Parce que le temps qu'on identifie, le temps qu'on déclenche l'alerte, parce que ça, c'est une alerte nationale. C'est-à-dire que dans toute la France, toutes les sirènes se mettent à sonner les 3 coups d'une minute 45, d'une minute 41 pour chaque coup. Oui, ça veut dire qu'il y a de l'munition nucléaire qui se dirige vers la France. Voilà, tout simplement. Bon, ça peut être autre chose, hein. C'était aussi des bombardements, mais aujourd'hui, les bombardements, surtout dans des pays comme la France, ça se pratique plus puisque nous avons des systèmes de détection, des systèmes d'interception. Donc, un avion qui voudrait faire un bombardement sur la France, ou peut-être les avions de haute altitude, s'ils veulent larguer des bombes nucléaires, ouais, peut-être encore, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est, vous voyez, alors peut-être que certains d'entre vous le savaient déjà, ou peut-être pas. Peut-être que justement, de par ce concept et cette idée que finalement, depuis 1990, depuis la fin de la guerre froide, vous vivez en paix. Donc aujourd'hui, il n'y a plus nécessité de transmettre des informations, de transmettre des règles, des principes de sécurité. Sauf que là, évidemment, la situation a changé. La situation géopolitique a considérablement changé depuis ces derniers mois. Ce qui fait que là, tout d'un coup, on vous ressort le kit de survie. Alors le principe du kit de survie, c'est d'avoir un ensemble d'éléments à disposition au cas où vous soyez isolé, que ce soit dans votre habitat ou que ce soit si vous êtes en voiture. Parce que s'il y a une catastrophe majeure, hein, on se souvient, même ne serait-ce que déjà, quand vous avez un accident sur les zones routières importantes, tout ce qui est centre urbain très développé, vous savez, dès qu'il y a un accident, c'est le bordel partout, donc vous restez coincé, vous restez bloqué. Donc il suffit qu'il y ait un péril, comme par exemple ce qui s'est passé à Toulouse, par exemple. Vous vous souvenez, l'explosion des ZF, au moins si vous avez un kit de survie dans la voiture, au moins le minimum, le minimum c'est au moins une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, un kit de premiers soins, enfin bon, de toute façon, vous pouvez regarder sur Amazon, vous avez des kits de survie avec qui coûtent pas cher, je crois que normalement ça doit coûter entre 20, vous en avez différents, 20, 30, 40, 50 euros. Donc c'est pas excessif, c'est des petits packages tout équipés avec l'essentiel. Donc ça existe depuis très longtemps, sauf qu'évidemment vous n'avez jamais été sensibilisé à ça. Ici aux États-Unis, si, on y est sensibilisé. Que ce soit à la maison ou que ce soit dans nos véhicules, beaucoup de gens parfois dans des zones qui peuvent être des zones à risque, ou parfois quand vous habitez dans des États où des fois vous avez des très longues distances sans qu'il puisse y avoir de stations-service, de villes ou de commerces ou d'endroits pour vous arrêter pour trouver des premiers soins, etc. En général, les gens ont des kits de survie dans leur voiture. Sauf que le kit de survie qu'on vous propose en France, il est un peu bizarre. Alors oui, vous avez l'essentiel. Alors on vous dit qu'il faut un couteau multitâche. Un couteau multitâche. Alors on vous dit aussi qu'il faut surtout pas. Alors n'oubliez pas vos lunettes si vous portez des lunettes. On vous dit aussi, tiens, ce qui serait bien, c'est que vous ayez des photocopies de vos documents importants, carte d'identité, carte d'état civil, etc. Une radio à ondes longues ou ondes courtes, à pile, de préférence. Bon, sauf que vous savez que ça existe, des petits postes de radio à galène. C'est-à-dire que vous tournez la manivelle, ça recharge la batterie, c'est le principe de la dynamo. C'est quand même plus intéressant et plus efficace que d'avoir des piles. Surtout si votre matériel, vous le laissez dans le coffre pendant des années, vous savez que des piles, au bout de quelques années, en général, ça ne vit pas très bien.
Qu'est-ce qu'ils ont mis aussi Oui, des chargeurs pour les téléphones. Des chargeurs pour le téléphone. Ah ouais, bah ouais, hein, faut... Imaginez que vous avez une attaque nucléaire. Qu'est-ce que vous allez foutre d'un chargeur, puisque de toute façon, il n'y aura plus d'électricité nulle part. Ou à moins que vous ayez un système autonome avec des panneaux solaires. Ou, comme je vous dis, des batteries autonomes aussi. Mais c'est marrant parce que la batterie autonome ne fait pas partie du kit. Alors on te dit qu'il faut avoir des packs d'eau, etc. Alors bon, je veux dire, donc ça veut dire que c'est des trucs très volumineux, à la limite. Donc autant avoir des trucs volumineux chez vous par précaution, autant que vous ayez une batterie autonome. Une batterie dont vous pouvez même vous servir au quotidien. C'est les mêmes matériels aujourd'hui qui ont le vent en poupe, surtout pour les gens qui sont dans la van life, par exemple. Oui, mais... alors, pour l'eau, pareil, vous disent d'acheter des packs d'eau. Moi, je vous conseille un truc, si vous voulez vraiment le faire, toutes les bouteilles en verre, gardez-les. Surtout si vous avez des bouteilles, vous pouvez mettre un bouchon ou un truc comme ça. Et remplissez-les régulièrement avec de l'eau du robinet. Bah, ça vous coûtera moins cher, déjà. Et puis, vous savez que l'eau et le plastique, quand vous pouvez l'éviter, évitez-le. Parce que malheureusement, le plastique, c'est pas ce qu'il y a de plus sain pour conserver de l'eau. Parce qu'avec le temps, le plastique va toujours déposer à un moment donné des particules dans le liquide. Alors, en effet, on va vous dire, oui, enfin bon, les doses sont très infimes. Ben oui, mais bon, quand même. Si vous avez des bouteilles en verre, autant les recycler, mais autant s'en servir intelligemment. Les kits de premiers soins, bon, ça vous pouvez en trouver n'importe où, comme je vous ai dit, c'est pas cher. On vous dit aussi les médicaments, n'oubliez pas vos médicaments. Ouais, ça dépend desquels. Mais au moins avoir l'essentiel. De l'aspirine, ou si vous pouvez avoir des antibiotiques, vous pouvez conserver des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est toujours très utile au cas où, on ne sait jamais. Des pansements aussi. Les couvertures chauffantes. Enfin, les couvertures, vous savez, en alu, là, qui permettent de se couvrir quand il fait un peu froid, de vous garder un petit peu au chaud. Et puis des vêtements aussi, des vêtements chauds. Bah oui, parce qu'on ne sait jamais s'il arrive une catastrophe en hiver. Mieux vaut être équipé. Enfin, des choses essentielles que vous pouvez conserver, garder. Les trucs qui ne sont pas périssables, bah, pareil, des boîtes de conserve, par exemple. Vous pouvez garder des boîtes de conserve. Ou même en France, vous avez la possibilité, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a, des normes sanitaires qui font que les produits sont déjà... il y a certains États qui ont des réglementations un peu plus souples, mais vous pouvez faire fabriquer ou fabriquer vous-même vos produits alimentaires dans des bocaux, par exemple. Comme faisaient les ancêtres. Nos ancêtres, ils préservaient parfois certaines nourritures pendant quelques années dans des bocaux, gardés au frais, dans des caves, à l'abri de la lumière. Ça se conserve très très bien. Même dit, à la limite, vous pouvez avoir des produits, genre du pâté par exemple. Alors des pâtés, des vrais pâtés, qui ne sont pas faits avec des conservateurs, etc. Parce que les conservateurs, en général, c'est ce qui provoque d'ailleurs, c'est ce qui réduit, on va dire, la capacité de consommation des produits. Il faut vraiment des produits naturels que vous pouvez conserver à l'abri de l'air, à l'abri de la chaleur. Et ça peut se garder. Et même si vous ouvrez le bocal et que sur la surface, vous avez de la moisissure,
la moisissure, vous la retirez et puis le reste est parfaitement comestible. Hein. C'est pas un problème. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est quand même formidable que finalement, il vous manipule toujours avec la peur. Parce que, rappelez le principe du kit, du kit de survie. Alors que c'est quelque chose qui, normalement, aurait dû être gardé, aurait dû être transmis de génération en génération. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, pas forcément d'une guerre, mais d'un problème, d'une catastrophe naturelle ou un truc comme ça. Donc, à un moment donné, ça sera toujours utile. Mais ça, vous l'avez oublié. Enfin, peut-être pas tous, hein, mais beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes générations, c'est quelque chose auquel vous n'avez jamais été sensibilisé. Donc c'est le moment. C'est le moment, finalement, de faire plaisir à toutes les sociétés qui fabriquent tous ces produits, etc. Parce que eux, là, ils sont en train de se frotter les mains, puisqu'ils se disent, si on réussit à sensibiliser les gens, ça veut dire que on va augmenter nos ventes. Pas folle, les guêpes. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et là, je vous laisse maintenant avec ces petites images que j'ai tournées de ceci, que vous voyez maintenant. Voilà. Donc là, vous allez les voir dans un autre angle. Une petite vision de cette ville près de laquelle j'habite, qui est Charlotte. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette ville. C'est la deuxième ville de Caroline du Nord. C'est la première ville économique de Caroline du Nord. Et c'est la deuxième place financière des États-Unis. Voilà, ça c'était pour votre culture personnelle. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, soyez alertes. Et surtout en ce moment, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, parce que là, je pense qu'on est dans une période où vous allez entendre tout et n'importe quoi, et tout et son contraire. C'est ça qui est aussi formidable. Bonjour, pile mieux.